Bonjour à tous, premier rendez-vous donc des conférences pour cette édition 2015 du salon Solutrans. Première conférence, premier thème également, comment recycler proprement son véhicule dans le respect de l'environnement. On parle beaucoup du traitement des automobiles en fin de vie. Il existe d'ailleurs une véritable filière de recyclage et une vraie également réglementation. Et on parle moins du traitement des véhicules industriels justement en fin de vie. Contrairement à l'automobile, il existe d'ailleurs des textes de loi. On y reviendra dans un instant. Mais doit-on attendre qu'un poids lourd ou même qu'un utilitaire ne roule plus pour le revaloriser? On va en parler avec nos invités, avec François Laure, qui est président du groupe du Risotti. Bonjour. Bonjour. Lionel Pourcherès, qui est responsable développement durable chez Carrier Transicold. Bonjour. Boris Stevanovic, directeur de la division pneumatique industrielle de Goodyear France. Bonjour. Et Hervé Demas, également intervenant dans cette conférence, directeur général d'Aliapur. Bonjour. Voilà. Petite précision avant de lancer les débats. Nous avions proposé également aux constructeurs poids lourds, notamment français, de participer à ce débat. Tous n'ont pas pu ou n'ont pas voulu donc y participer, venir. En tout cas, c'est dommage car il existe pourtant une vraie démarche justement des constructeurs dans le recyclage, s'appuyant entre autres sur la directive européenne qui exigeait qu'avant 2015, les poids lourds puissent être recyclés à 95% de leur poids moyen. Iveco, notamment Volvo, développe plutôt plusieurs, donc en tout cas, produits dans ce sens. Alors, François Laure, vous dirigez, je le disais, le groupe du Risotti. Vous en êtes d'ailleurs le président. Tout à fait. Alors, vous êtes connu pour être spécialisé en tout cas dans les transformations sur les véhicules utilitaires. Vous proposez de revaloriser en fait le véhicule en amont. Alors, vous proposez, on peut commencer par ça, par une nouveauté qui est nominée pour les Grands Prix Innovation ce soir. C'est de nouveaux panneaux composites en fibre de lin 100% recyclables, justement. Tout à fait. On est dans le sujet là. Alors, sans trop rentrer dans le détail, préalablement, les carrosseries étaient principalement réalisées avec des panneaux en composite à base de polyester, résine, avec une problématique en fin de vie, c'est que le recyclage et la revalorisation de ces véhicules étaient excessivement difficiles, voire impossibles, et finissaient en général ou déchetterie ou cimenterie. Fort de ce postulat de départ, depuis maintenant presque 1 an et demi, la société du Risotti s'est lancée dans une recherche qui est de dire la revalorisation d'un véhicule utilitaire transformé, puisque la transformation représente parfois bien plus que la surface du véhicule originel que nous allons utiliser. Et on s'est orienté sur un concept qui sont les fibres naturelles. Alors pourquoi le lin? D'abord parce que le lin est une production locale, aussi en circuit court en termes d'approvisionnement. Il a des qualités structurelles et comportementales qui permettent d'assurer une durabilité du véhicule pendant sa durée d'exploitation et un haut niveau de réparabilité. Autre élément important sur l'utilisation des fibres de lin, c'est que cette démarche qui a été inscrite l'a été aussi dans 2 choses, la recherche de charges utiles, puisque c'est une problématique auquel l'utilitaire est foncièrement confronté. Sans rentrer dans le détail, depuis des années, les véhicules utilitaires ont augmenté en sécurité, en éléments de protection, sans pour cela que le PTAC qui permet de le conduire avec un permis B de 3,5 tonnes n'ait été changé. Donc on a lancé ça depuis 14 mois et je peux officialiser aujourd'hui que nous avons abouti à nos recherches puisqu'à partir de l'année prochaine, la société du Risotti utilisera pour la production de tous ces grands volumes le panneau en lin. Donc rapidement, il s'agit... généralisé. Ah, ce sera généralisé, plus que généralisé. On n'est pas dans une écologie en option, on est vraiment dans une démarche de réduction de l'impact écologique durable dans l'entreprise avec cette vocation qui est de substituer toutes les matières qui ne sont pas recyclables par ces panneaux. Voilà en substance, et c'est à ce titre qu'on se permet de le proposer au prix de l'innovation qui, j'espère, recueillera les suffrages des membres du jury. Les réponses ce soir. Alors, oui. On peut parler de valeur ajoutée, vous en parliez, qui dit justement valeur ajoutée, dit coût supplémentaire également à l'achat. Et alors, la je matière me place à la place du client. Bien sûr. Alors pour le client, l'objectif qu'on s'est déterminé dans le développement, c'est que le véhicule, avec ces nouveaux composés qui sont des fibres naturelles, ne soit pas plus cher, ni à l'acquisition, ni à l'exploitation, ni à la réparation. Puisqu'un véhicule utilitaire a une vie, une acquisition, une location. Et ces 3 objectifs que nous nous sommes fixés, on a le plaisir de dire qu'on les a remplis. Même si nos process ont dû évoluer, on a investi énormément en recherche, en développement. Et plus que de générer ces panneaux, on a aussi travaillé une filière derrière. La filière, c'est-à-dire de revaloriser, puisque ces panneaux sont revalorisables à l'infini. On utilise une fibre de lin avec une résine thermoplastique, c'est un mot un peu barbare, mais assez simple. C'est-à-dire que la matière, lorsqu'elle est broyée, elle est réutilisable pour refaire des composés, des composants destinés à l'automobile et de façon infinie.
On parle d'un taux de recyclage pour le poids lourd qui avoisine les 95%. C'est autant pour l'utilitaire aujourd'hui ? Sur la partie de la transformation que nous faisons, nous avons comme ambition, et nous y sommes arrivés, d'arriver à 98%. On ne dira pas 100 par humilité, mais les 98% sont réels, actés et vérifiés. Et par rapport à la constitution, un tiers du poids lourd également désormais constitué de matériaux recyclés, même proportion pour le... Alors, difficile à chiffrer sur le véhicule par lui-même. L'absence de constructeur est un peu dommage et ils auraient pu sûrement s'exprimer sur le sujet. C'est clair que le recyclage dans le domaine de l'utilitaire commence et on n'est pas dans de l'écologie business, mais on est vraiment dans de l'écologie durable. Maintenant, les panneaux que nous avons produits, nous allons nous les réutiliser aussi à partir du moment où ils ont été broyés pour recréer de nouvelles pièces. Donc ce taux de réutilisation va augmenter par la généralisation de la solution que nous proposons. Lionel Pourcherez, donc vous êtes responsable développement durable chez Carrier Transicole. Vous proposez aujourd'hui une large gamme d'équipements pour le transport frigorifique et la protection de la chaîne du froid. Peut-on dire aujourd'hui que, de par déjà la réglementation, le secteur du frigo, du froid en général, exige des produits encore plus environnementaux, plus respectueux ? Déjà depuis quelques années ? Oui, tout à fait. Dernièrement, on a eu un grand changement dans la réglementation avec la F-Gaz, donc qui concerne les réfrigérants. Et donc, comme la société du Risotti, nous sommes également nominés, pas dans la même catégorie, je crois, pour un prix de l'innovation, pour notre stratégie réfrigérant naturel. Donc c'est un peu la même démarche qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'on essaye de remplacer tous les composants chimiques qui ont un impact fort sur l'environnement, donc notamment le réfrigérant, par des réfrigérants dits naturels qui ont un impact réchauffement global égal à 1, alors qu'aujourd'hui on utilise des gaz chimiques qui ont un PRG de 3922. Mais vous êtes un peu obligé quand même, de par la loi. Oui, alors plus que dans d'autres, on a vu. Plus ou moins, parce qu'en fait le secteur du transport frigorifique est un peu exclu dans certaines restrictions de l'utilisation des réfrigérants HFC, notamment le R404. Donc on est un petit peu préservé par la réglementation, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une démarche proactive pour aller vers directement un réfrigérant naturel. Alors revenons un petit peu, on va réexpliquer un petit peu, on va faire une explication de texte sur les réfrigérants naturels. Qu'est-ce que c'est exactement, voilà. Alors, il faut savoir que l'empreinte environnementale d'un groupe frigorifique, il provient de deux choses. La partie réfrigérant, donc le gaz principalement chimique aujourd'hui que l'on met dans le groupe pour faire la production de froid, et la partie motorisation. Et donc sur la partie réfrigérant, donc on travaille sur des réfrigérants naturels à compression vapeur, donc pour avoir aucun impact sur l'utilisation pour le client et garder les mêmes performances frigorifiques. Et puis sur la partie moteur, donc encore une fois sur ce salon, on présente un moteur au gaz naturel, donc avec zéro particule ou quasiment 95% de particules en moins officiellement. On verra après avec les mesures. Donc ça, c'est des éléments de réponse sur la réduction de l'empreinte environnementale de nos produits pendant la phase d'utilisation. L'utilisation, durée de vie et en fin de vie. Alors, que deviennent les produits ? Parce que c'est un peu le thème, on va en débattre tout à l'heure. Alors pour nous, la fin de vie, je ne vous cache pas que c'est un peu un mystère parce que nos produits sont en grande partie revendus. Donc ils ont 2 voire 3 pièce vies. Par pièce, pratiquement. Non, mais c'est-à-dire que de par leur conception, ils ont quand même une grande fiabilité et une grande robustesse qui leur permet d'avoir des durées de vie de 15-20 ans. Donc les groupes sont généralement installés en France ou en Europe de l'Ouest et ensuite revendus sur le marché Europe de l'Est, Russie, Moyen-Orient. Et parfois même, ces produits avec cette deuxième vie au Moyen-Orient notamment sont revendus après en Afrique. Donc du coup, c'est la première difficulté pour nous, c'est de pouvoir tracer le produit et être présent à l'endroit où il va réellement finir sa vie. Donc, fort de ce constat, qui est déjà un premier élément de réponse, puisqu'en fait, la réutilisation des produits, c'est la première bonne valeur de recyclage. Donc, de par leur conception et leur réparabilité, on peut maintenir 2 voire 3 vies sur le même produit. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse. Hervé Demas, alors avec vous et également avec Boris Stevanovic dans un instant de Goodyear France, on va parler du pneumatique qui existe, voilà, on va le dire parce que c'est le cas d'Aliapur, une véritable filière du recyclage pneumatique depuis quelques années. C'est donc la mission même d'Aliapur, hein, c'est ça, hein. Oui, en effet, Aliapur
remplit une mission dans le cadre de ce qu'on appelle en France une filière REP, responsabilité élargie du producteur. Donc les producteurs de pneumatiques, dont Goodyear, ont eu la bonne idée de s'unir et de créer une entreprise commune. Et notre mission est de récupérer chaque année tous les pneumatiques, autant de pneumatiques qui ont été mis sur le marché l'année précédente, et de les éliminer d'une façon ou d'une autre. D'accord. D'ailleurs, tous les manufacturiers, presque, notamment Goodyear, est dans Alia Pur, je crois. Voilà, on y reviendra dans un instant. Concernant, alors on parlait de filière également, de réglementation. On peut revenir sur le décret de 2005 qui a été remis à jour, je crois, cet été, concernant justement la revalorisation des pneumatiques. Oui, absolument. Notre activité donc, est régie par un certain nombre de textes. Un texte européen, bien évidemment. Et puis, en France, cela s'est traduit par un premier décret qui datait de 2004, décret qui avait besoin d'être un petit peu toiletté et d'être mis au goût du jour. Donc, il est sorti une nouvelle version de ce décret au mois d'août dernier, qui ne change pas fondamentalement la vie des pneus et surtout la fin de vie des pneus. Simplement, ce décret est venu préciser certaines choses. Notamment, il est venu insister de façon très importante sur le fait que les professionnels qui détiennent en raison de leur activité des pneumatiques ont l'obligation de les remettre dans leur intégralité à un collecteur agréé, soit d'Alia Pur, soit d'une autre société, puisque nous sommes en France 2 intervenants sur ce marché. Comment ça se passe la collecte des pneumatiques poids lourds? Elle est plutôt significative en France ou pas? Par rapport à, donc comparé, on va dire, à la collecte des pneus automobiles? Alors, bien évidemment... Est-ce que les transporteurs donnent leurs pneus usagés? Oui, les transporteurs donnent leurs pneus usagés. Il y a plusieurs façons de gérer la fin de vie des pneus usagés, puisque le pneu poids lourd est un pneu qui peut avoir plusieurs vies, et notamment à travers le rechappage, les pneus de bonne qualité ont souvent 2, 3, voire 4 vies pour certains. Si vous voulez deux chiffres, nous collectons chaque année en France 30 millions de pneumatiques de véhicules légers de tourisme, et dans le même temps 1 250 000 pneumatiques poids lourds. Voilà, donc ça n'a pas grand-chose à voir. Les chiffres parlent. Ils sont beaucoup plus lourds. Alors vous me disiez en préparant ce rendez-vous aujourd'hui que les transporteurs étaient de bons spécialistes en matière de pneus, donc ce qui différencie leur comportement par rapport à l'automobiliste. On est sur des secteurs différents. Oui, mais bien évidemment, chez un transporteur routier professionnel, il y a une attention qui est portée à la vie de ces pneumatiques bien plus forte. En général, ces entreprises ont le regard tourné vers les coûts et donc choisissent des façons de gérer leur parc de pneumatiques qui est bien différente des particuliers qui, eux, vont régulièrement faire changer leurs pneumatiques sans trop se préoccuper de leur état, puisque nous avons dans nos voies de valorisation une part qui représente 20% des pneus que nous collectons qui sont ensuite revendus sous forme de pneus d'occasion. Donc c'est dire qu'il reste encore un peu de gomme sur ces pneumatiques. Alors on va poursuivre dans le pneumatique. Boris Stevanovic, donc vous êtes directeur de la division pneumatique chez Goodyear France. Vous préférez parler de multivie pour un pneu, c'est ça? C'est-à-dire que le pneu ne meurt jamais alors? Presque. Le recyclage, comme précisait Hervé, ça existe depuis de nombreuses années dans l'industrie du pneumatique, avec notamment le rechappage. Donc c'est effectivement la multiple vie du pneumatique, où on va recreuser, rechapper, recreuser. Et c'est un gain, je dirais, important, économique pour la flotte, parce qu'effectivement, si vous comparez, faites la comparaison entre deux pneumatiques neufs et puis un pneumatique neuf et rechappé, vous allez économiser pour la flotte entre 10 et 20%. Et ensuite, vous allongez la durée de vie de 20 à 30% la durée de vie du pneumatique. Donc c'est, je dirais, un gain économique pour la flotte, mais aussi il y a un aspect environnemental, parce qu'effectivement, c'est moins de produits qui sont utilisés. Moins de déchets de carcasse, puisqu'on utilise la carcasse. La carcasse, ça représente presque 70% du poids du pneumatique. Donc effectivement, si on réutilise, recycle la carcasse, ça a un impact positif. Et puis, on parle aussi beaucoup de gaz à effet de serre. Le fait qu'on utilise moins d'énergie et moins d'émissions pour recycler ces pneumatiques, ça participe effectivement à la réduction des gaz à effet de serre. Donc d'un point de vue empreinte écologique, le rechappage a tout bon. Et côté revalorisation du pneu, donc durant sa vie jusqu'à la fin de vie du pneu, s'il y a une fin de vie du pneu?
C'est-à-dire la revalorisation, le coût, enfin combien la qualité du pneu, quel est le coût Bon, d'abord, nous, en tant que manufacturier premium, on s'engage à garantir une performance similaire pour le pneumatique rechappé par rapport au pneumatique neuf. Donc, pour la flotte, c'est à la fois, je dirais, une garantie en termes de longévité, mais aussi une garantie en termes de résistance au roulement. Hein, on lance de plus en plus de pneumatiques à faible résistance au roulement pour avoir une consommation moindre de diesel, moins d'émissions de CO2. Et avec les pneumatiques rechappés, on garantit la même performance. Donc, ça permet aussi de valoriser et de participer aussi à la charte CO2, par exemple, en émettant moins de CO2 avec cette solution de rechappage. Donc un pneu rechappé peut devenir n'a plus rien à envier au pneu neuf alors. Tout à fait, tout à fait. On fait des tests réguliers parce qu'effectivement c'est les mêmes conditions je dirais pour produire le pneumatique rechappé. On s'assure effectivement que la carcasse est de bonne qualité. Ensuite c'est la même gomme, les mêmes produits, ce qui va donner la même performance. Donc la question est posée de savoir si on doit garder justement les véhicules ou les équipements donc le plus longtemps possible, notamment pour mieux le recycler en fin de vie. Alors François Laure, donc je rappelle, vous êtes le président du Risotti. J'évoquais une filière de recyclage donc dans l'automobile. Il y en a une également en ce qui concerne le pneumatique, notamment poids lourd. Est-ce que vous avez il existe une concertation notamment avec tous les autres acteurs de la filière camion, où chacun fait un petit peu ce qu'il veut? Pour l'instant, dans le véhicule utilitaire, il n'y a pas de démarche combinée. D'abord, il n'y a pas d'environnement réglementaire sur la transformation. Autant le véhicule est assujetti à un environnement réglementaire, on va dire aujourd'hui, dans l'utilitaire transformé, c'est plus une démarche volontariste d'une société comme du Risotti. Maintenant, fort à penser que la pression des pouvoirs publics arrivera un jour à considérer que la transformation fait partie intégrante du véhicule et doit bénéficier. Maintenant, je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important. L'écologie, pour un certain nombre de clients, on ne va pas être politique, mais si c'était de l'écologie business, c'est-à-dire, entre guillemets, de mettre sur sa plaquette « j'utilise des véhicules électriques ou des véhicules recyclables », aujourd'hui, on peut considérer qu'on a une prise de conscience de plus en plus forte et on voit dans beaucoup de consultations et d'appels d'offres cette notion de la réduction de l'impact écologique, du développement durable. Donc, s'il n'y a pas pour l'instant de filière structurée, je pense qu'un jour, ça viendra. Maintenant, elle sera en concertation avec les fabricants de véhicules utilitaires. Donc il faut une vraie filière camion, enfin véhicule industriel qui commence à se mettre en place. Oui, alors je pense qu'il ne faut pas hésiter à copier les bonnes pratiques, peut-être étudier, puisqu'on fait partie de la Fédération française de la carrosserie, dans laquelle il y a aussi toute l'activité véhicule industriel. Et je pense que la FFC peut aussi s'approprier cette démarche. Maintenant, c'est clair que l'avantage concurrentiel, il faut être pragmatique, on fait aussi de l'écologie pour le développement durable, mais aussi globalement pour apporter un avantage concurrentiel à du Risotti. Mais aujourd'hui, je pense que la fédération a toute légitimité demain à se saisir de ce genre de sujet pour être force de proposition. Lionel Porcheresse, vous, idem, vous avez des échanges avec les constructeurs semi, comment ça se passe? Bon, alors nous, on a déjà un monde un peu plus resserré, des partenariats, on va dire. Il y a plus de partenariats. Avec les acteurs du marché. Non, ce que je peux dire, c'est que nous, on a déjà en place, par exemple, un programme de Reman. Ce qu'on appelle Reman, ça veut dire que les composants principaux, tels que les compresseurs, les moteurs, les génératrices et les plateformes électroniques, peuvent être renvoyés si elles sont endommagées. Donc, renvoyés chez nous et on va les refabriquer en fait. On va utiliser les carcasses et on va refaire un petit peu comme du rechappé, un peu plus technique puisqu'on parle de compresseurs et de motorisation. Et on va les remettre sur le marché. Donc là, c'est une deuxième vie aussi pour des compresseurs, des moteurs et des plateformes électroniques. Ça représente 1600. Alors, on a des petits volumes puisqu'on représente une portion minime du transport terrestre. Mais c'est déjà une approche également de deuxième vie et de réutilisation de nos composants. Hervé Demain, en matière de pneumatique, on en parlait avec Boris Stevanovic. Il y a une concertation également avec les manufacturiers, on en parlait, parce qu'ils sont partenaires d'Alia Pure, mais avec les constructeurs automobiles ou poids lourds? Non, en fait, pas tellement, parce que notre business model n'est pas tourné vers les constructeurs. C'est pas votre mission. Notre business est vraiment B2B, mais tourné vers les revendeurs de pneumatiques. Donc nos interlocuteurs professionnels, ce sont plutôt les réseaux de revente de pneumatiques, puisque ce sont eux qui se retrouvent dans leurs ateliers avec beaucoup de pneus dont il faut se débarrasser parce qu'ils prennent beaucoup de place. Et donc ça, ce sont vraiment nos interlocuteurs. Les constructeurs automobiles
ont eux une filière particulière qui s'appelle les VHU, les véhicules hors d'usage. Et comme le disait François, pour les véhicules poids lourds, je pense qu'il a tout à fait raison. Sachez que les pouvoirs publics sont en train de mettre en place une filière REP sur les bateaux de plaisance. Donc si on arrive sur ces niches, je pense qu'on s'intéressera un jour au transport routier. Boris Sevanovic, on parlait du coût tout à l'heure, je voudrais qu'on y revienne un peu plus longuement. Qui dit préservation du pneumatique, donc de l'équipement plus longtemps, c'est un coût supplémentaire pour le transporteur aussi? Non, parce que si on fait un comparatif entre, par exemple, deux pneumatiques, le cycle, on appelle le multivie, deux pneumatiques neufs, et un pneumatique qu'une flotte va acheter neuf, va recreuser, va rechapper, va recreuser, et ainsi de suite. Je dirais qu'il y a quand même une limitation dans ce recyclage, mais il y a un gain en termes de coût, parce qu'effectivement, le coût d'un pneu rechappé est à 60-70% du coût d'un pneumatique neuf. Donc il y a un gain évident, je dirais, au niveau prix, mais aussi au niveau performance, puisqu'effectivement, avec cette multiple vie, vous allez pouvoir allonger la durée de vie du pneumatique, son kilométrage, en gardant les mêmes performances. Donc nous, on avait fait des calculs, je vous disais, je pense qu'au niveau coût, c'est à peu près 10 à 20% entre quand on utilise la multiple vie du pneu par rapport à des pneumatiques, une politique d'achat uniquement de pneumatiques neufs. Donc une flotte qui achèterait un pneumatique neuf et le recyclerait en pneu rechappé par rapport à une autre flotte qui utiliserait uniquement des pneumatiques neufs. Et puis, comme je disais, il y a cette longévité, donc ça accroît à peu près 20 à 30% la longévité, le kilométrage du pneumatique. Donc la flotte est gagnante. Et puis effectivement, il y a la partie environnementale. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus difficile pour les flottes de le valoriser, parce qu'effectivement, les clients ne vont pas forcément valoriser cette approche-là, mais ça a un impact aussi au niveau émissions de CO2, moins d'utilisation de produits, qui devraient être, à mon avis, aussi mises en valeur au niveau du transport. François, alors, le lin coûte cher? C'est une bonne question d'abord. Et avant tout, le lin, alors on ne va pas faire du chauvinisme mal placé, mais il ne faut pas hésiter à le dire. Le lin est comme une production européenne et française en particulier. Made in France, alors. Voilà, alors pas en totalité, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Nos amis les Belges sont aussi très actifs sur le sujet. Le lin coûte un peu plus cher aujourd'hui, maintenant par les process de fabrication qu'on a mis en œuvre et qu'on a dû développer pour intégrer ça dans nos fabrications. Ce surcoût arrive à se gommer globalement en prix de revient industriel, c'est-à-dire donc un retour sur investissement sur plusieurs années peut-être aussi. Alors au niveau des investissements, oui, obligatoirement, parce que le process de travailler cette matière est très très différent. Un élément aussi que j'ai oublié de signaler tout à l'heure, c'est que la production du lin nous a aussi, pour nos salariés, fait rentrer dans une démarche d'élimination de ce qu'on appelle le styrène, un mot un peu barbare dans la chimie pour ceux qui en ont fait, mais qui, vous savez, qui est un composé volatile. Et la production du lin est faite avec des résines thermoplastiques qui sont sans styrène, c'est-à-dire qui n'exposent plus les salariés aujourd'hui. Donc on est vraiment entré dans une démarche globale. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le client, il aime le Made in France, il aime l'écologie à condition qu'il paye le même prix. Si on lui propose aussi. Oui, mais entre les discours politiques et les décisions pragmatiques, il y a toujours une grande frontière. Le discours politique, c'est ce qu'on écrit sur son projet d'entreprise. La décision pragmatique, c'est le bon de commande qu'on signe. Aujourd'hui, dans tous les cas, clairement, il faut qu'on arrive à produire écologique, non pas pour en faire du business, mais en faire une vraie vocation. Et aujourd'hui, de grands comptes et de grands clients commencent à s'orienter sur ce sujet. Et oui, on va susciter la demande, mais aussi on répond à une demande, même des grands comptes publics aujourd'hui. Lionel Pourcheresse, alors vous avez une stratégie réfrigérant naturel, on en parlait tout à l'heure. Ça coûte cher aujourd'hui ou... Oui, alors aujourd'hui, je rejoins Monsieur Laure. Il y a forcément un impact, puisque quand on est novateur ou on propose des alternatives, il y a souvent un impact économique. Alors, chez nous, Carrier Transicold, on a une approche qu'on appelle éco-responsable, où on met toujours en adéquation à la fois les avantages environnementaux et la pénalité économique éventuelle pour le client, puisque notre intérêt, c'est de garder la viabilité de nos clients transporteurs.
Donc dans nos recherches de solutions, le facteur économique est très important et toujours pris en compte. Donc pour revenir sur le réfrigérant naturel, aujourd'hui le réfrigérant qu'on propose en alternative, le R452A, donc est une étape intermédiaire, donc il a un coût supérieur au réfrigérant de base, mais nul doute que les volumes aidant, les prix vont se stabiliser. Et pour le réfrigérant naturel, si vous avez des réfrigérants naturels, vous n'avez plus de détection de fuite, donc ce que vous mettez en plus pour le réfrigérant à la base, vous allez le gagner sur la vie du produit en ayant moins de contrôle, d'étanchéité, etc. Donc pour le client, ce sera économiquement stable. Alors, dernier point que je voulais aborder, c'était la concurrence des pays de l'Est, qui est quand même assez importante dans tous les domaines. Hervé Domin, en préparant cette... notamment dans le pneumatique, mais justement on y vient. En préparant cette table ronde, vous me disiez qu'il n'y a pas d'économie de réchappage dans l'automobile parce qu'il y a une forte concurrence. Dans le poids lourd, on y vient notamment avec une forte concurrence des pays asiatiques, notamment des Chinois. Oui, bien sûr, ça on le, qui est de plus en plus forte d'ailleurs. On le vit très fort, enfin, Boris en parlerait. On a un petit problème de micro, je crois, depuis... Voilà. Allez-y. Je pense que Boris en parlerait beaucoup mieux que moi, mais le rechappage connaît des temps difficiles en 2015 parce qu'effectivement, on voit arriver sur le marché des pneumatiques venant d'Asie et particulièrement de Chine. Ce qu'on appelle les pneumatiques jetables. Oui, ce sont des pneumatiques monovie parce qu'effectivement, les carcasses n'ont pas la qualité nécessaire pour être rechappées. Et ça, je vous garantis que quand comme nous, finalement, on fait un peu les poubelles et qu'on voit les carcasses des pneumatiques asiatiques, on n'est pas très rassuré, nous, en n'étant pas des spécialistes du pneumatique, on n'est pas très rassuré sur ce qu'on voit, sur le simple point de la sécurité routière. Voilà, et on préfère... Oui, il y a une vraie différence. De sécurité, il y a une vraie différence entre un pneumatique premium qui va être rechappé ou même en fin de vie après plusieurs rechappages et ces pneumatiques jetables qui aujourd'hui nous paraissent être de très mauvaise qualité. Boris Stefanovic, vous voulez durcir la réglementation carrément. Alors, il y a déjà un phénomène. Par rapport à cette concurrence. Hervé en parlait, c'est-à-dire que le marché français était un marché assez spécifique en Europe, avec un pneumatique rechappé qui était assez important. Il y a quelques années où vous aviez à peu près un pneumatique neuf pour un pneumatique rechappé. Aujourd'hui, c'est plus le même ratio qu'on a. On a peut-être un pneumatique neuf pour 0,7, 0,6 de pneus rechappés. Donc il y a une perte de marché au niveau pneumatique rechappé. Et comme je disais, ce qui est un peu dommageable, parce qu'il y a toute cette conviction que le pneumatique rechappé participe en fait à la réduction des émissions de CO2, participe à cette filière pour avoir une meilleure empreinte au niveau environnement. On parle de transport durable pour nous, le pneumatique rechappé fait partie intégrante de ce transport durable. Donc effectivement, il y a... beaucoup à faire au niveau des pouvoirs publics pour revaloriser cette filière du pneumatique rechappé et l'intégrer comme une donnée essentielle pour un transport durable, mais aussi, je parlais de la charte CO2, comment intégrer cet aspect pneu rechappé dans la charte CO2. Dans vos domaines, François Laure et Lionel Porcheresse, également une concurrence asiatique ou pays de l'Est notamment? Lionel Porcheresse? Non, un directement. petit peu sur la gamme VUL, mais après, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de contraintes réglementaires, donc l'ATP, entre autres, et puis on a besoin d'un réseau de services après-vente très présent. Donc nous avons plus de 600 points de service à travers notre zone Europe, Afrique, Europe, Moyen-Orient aussi. Donc voilà, c'est quand même assez limitant pour la concurrence, notamment des pays asiatiques. Alors, pratiquement à la fin de cette émission, en tout cas de cette table ronde, nous parlions d'une possible filière de recyclage poids lourd il y a un instant. En tout cas, ça avance puisqu'une commission, un groupe de travail a été créé dernièrement entre la FFC, donc la Fédération Française de Carrosserie, et la plateforme automobile, donc la PFA, sur la recyclabilité, plus particulièrement des semi-remorques. Donc ça avance quelque part, puisque les reventes de semis vers l'Afrique ou également les pays de l'Est ne cessent de chuter. Merci en tout cas de votre attention. À très vite pour un prochain rendez-vous, une prochaine conférence depuis le plateau TV, donc ici de Solutrans 2015.